Et si je vous disais que ce n'est pas la vieillesse qui vous vole vos forces, mais votre manière de commencer la journée, que ce n'est pas le sucre qui vous tue, mais la peur que vous en avez depuis des années. Je suis médecin, et ce n'est qu'en perdant presque totalement ma capacité à monter un escalier que j'ai compris ce que mes patients avaient essayé de me dire pendant tant d'années. Ce n'était pas la douleur qui leur faisait le plus peur. Ce n'était pas non plus la solitude ou les médicaments. Non. Ce qui les terrorisait, c'était la perte progressive de leur liberté de mouvement. La peur de ne plus pouvoir se lever seul, de devoir s'appuyer sur quelqu'un ou sur quelque chose pour se déplacer, d'être à la merci d'un faux pas ou d'un tapis mal placé. Je me souviens précisément du jour où, pour la première fois, j'ai dû poser ma main sur la rampe pour monter 2 étages. Ce geste, autrefois naturel et presque imperceptible, m'a semblé une trahison. Mon propre corps ne répondait plus. Mes jambes tremblaient, mes genoux grinçaient et mon souffle s'était raccourci. J'étais un homme en bonne santé selon les examens, mais un homme en déclin selon ses sensations. Et c'est à ce moment-là que j'ai ressenti ce que je n'avais jamais voulu admettre. J'avais peur. Pas peur de mourir, non. Peur de vivre en perdant chaque jour un petit morceau de moi. Peur de ne plus pouvoir choisir. Peur d'être un fardeau. Peur de ce que j'appelle aujourd'hui la lente disparition. Cette peur-là, elle ne se lit pas sur un électrocardiogramme. Elle ne se mesure pas par des chiffres. Mais elle détruit bien plus qu'un diabète ou qu'une tension artérielle élevée. Je suis médecin depuis plus de 40 ans. J'ai vu des centaines de cas de diabète, de troubles digestifs, de fatigue chronique, de dépression silencieuse chez les personnes âgées. Mais ce que je n'avais pas vu, c'était moi. Et lorsque, à 72 ans, j'ai quitté mon cabinet pour prendre ma retraite, je croyais pouvoir enfin respirer. Mais la vérité, c'est que je me suis retrouvé face à ce que j'avais toujours fui. Mon propre corps, mon propre rythme, ma propre vulnérabilité. Et c'est là que tout a commencé. Je parle d'un détail si minuscule que je l'aurais sans doute ignoré toute ma vie si je n'avais pas été forcé de ralentir, le goût du sucre. Je ne parle pas ici de dessert ou de sucrerie. Je parle du simple fait de ressentir un goût doux sur la langue et d'avoir le cœur qui s'emballe. J'en étais arrivé à un point où l'odeur d'une infusion fruitée me provoquait de l'angoisse. Une compote sans sucre ajouté me semblait dangereuse. Un fruit mûr me semblait traître. Je n'étais plus médecin dans ces moments-là. J'étais un vieil homme dominé par la peur. Pendant 10 ans, j'ai traqué le sucre comme on traque un poison. J'ai refusé les gâteaux d'anniversaire, les fruits d'été, même le vin doux en fin de repas. Je regardais les étiquettes comme on lit des ordonnances, traquant les grammes, les glucides, les sucres cachés. Je pensais me protéger, je pensais être raisonnable. Mais je me coupais du plaisir, je me coupais du lien, je me coupais de la vie. Et puis un jour, cette peur est devenue insupportable. Ce n'était plus de la vigilance, c'était une obsession. Chaque aliment était suspect, chaque bouchée devenait un test de survie. Jusqu'à ce matin d'hiver où, assis seul dans ma cuisine, je me suis surpris à craindre une pomme. Une simple pomme, rouge, brillante, posée sur la table. Et j'ai eu honte. Vous savez ce que j'ai fait ce matin-là. Je ne l'ai pas mangée. Je l'ai regardée pendant 1 heure. Comme si elle allait me sauter au visage. Comme si cette pomme allait déclencher ma chute. Ce jour-là, j'ai compris que ma peur n'était plus liée à ma maladie. Elle était devenue ma maladie. Et c'est cette peur-là que je veux vous raconter. Car je sais que beaucoup d'entre vous la portent en silence. Vous n'osez pas en parler. Vous pensez que c'est normal, que c'est ça être vieux. Mais non, ce n'est pas normal d'avoir peur de manger. Ce n'est pas normal de se méfier de tout. Ce n'est pas normal de perdre la joie pour quelques chiffres sur un appareil. Si je prends aujourd'hui la parole, c'est parce qu'il existe des alternatives. Il existe des façons de réconcilier le plaisir avec la prudence. Il existe des douceurs qui ne font pas de mal. Il existe des gestes simples, naturels, accessibles, qui peuvent transformer un quotidien grisé en une vie apaisée. Et cela commence parfois par une seule gorgée, une seule tasse, une plante, un arôme oublié, un souffle chaud dans une journée froide. Mais avant de vous raconter cette rencontre qui a tout changé pour moi, je vous demande une seule chose. Abonnez-vous à cette chaîne, car ce que je partage ici ne vient pas d'un manuel.
Cela vient d'une vie entière de pratiques, d'erreurs, de découvertes et d'humilité. Si vous trouvez ici un écho à vos douleurs, à vos doutes, à vos espoirs, alors aidez-nous à continuer pour que chaque vidéo soit une main tendue vers ceux qui, en silence, cherchent encore une solution. Et maintenant, pour mieux nous connaître, voici une question simple. Selon vous, qu'est-ce qui rend le plus difficile la gestion du diabète après 60 ans? A. Le sucre lui-même. B. La peur du sucre. Écrivez votre réponse en commentaire, A ou B, et dites-moi pourquoi. Je lirai chaque réponse, car c'est ensemble, pas seul, qu'on avance vers une vie plus douce. Aujourd'hui à la retraite, mais avec plus de 40 années passées à écouter, observer, diagnostiquer, conseiller. Et pourtant, ce que je vais vous raconter ici ne m'a jamais été enseigné dans les amphithéâtres de la faculté, ni écrit dans les protocoles de traitement. C'est une vérité silencieuse que j'ai découverte tard, presque par hasard. Une vérité qui commence un après-midi tranquille dans la maison d'un ami. Il s'appelait Jean, nous nous connaissions depuis le lycée. Lui aussi avait raccroché sa blouse depuis longtemps. Il vivait désormais dans un petit village près d'Aix-en-Provence, entre les oliviers et les lauriers, dans une maison modeste mais baignée de lumière. Je m'y rendais sans trop d'attente. À vrai dire, j'étais plutôt fatigué, irritable. Mon sommeil était chaotique, mes nerfs à vif, et malgré tous mes efforts, ma glycémie restait capricieuse. Je vivais dans une sorte d'équilibre instable entre contrôle permanent et frustration quotidienne. Quand je suis arrivé chez lui, Jean m'a accueilli avec ce calme des gens qui n'ont plus rien à prouver. Pas de discours, pas de conseils. Il m'a simplement conduit jusqu'à sa véranda, m'a fait asseoir et m'a servi une tasse fumante. J'ai aussitôt été frappé par l'odeur. Ce n'était ni du café, ni une tisane classique. Une fraîcheur étrange, douce et pénétrante, flottait dans l'air. Je me suis raidi. « Jean, tu sais que je ne prends rien de sucré, ai-je dit. Bois, a-t-il répondu simplement. Fais-moi confiance. Cette douceur-là ne t'attaquera pas. Méfiant mais curieux, j'ai porté la tasse à mes lèvres. Et là, tout a basculé. La première gorgée m'a surpris. Ce n'était ni amer ni fade. C'était une sensation douce, végétale, légèrement sucrée sans être sucrée, mentholée mais sans piquer. Une fraîcheur fluide qui semblait glisser sur ma langue et apaiser ma gorge, comme si elle savait exactement où mon corps souffrait en silence. Je n'exagère pas en disant que je me suis senti relâché, détendu, pas comme après un somnifère ou un anxiolytique. Non, c'était différent. Plus subtil, plus intérieur. Mes épaules se sont abaissées sans que je le décide. Mon ventre, souvent crispé, s'est relâché. Et dans ma tête, un espace s'est ouvert. Un vide apaisant, sans pensée parasite, sans peur. Nous n'avons pas beaucoup parlé ce jour-là. Jean a simplement souri et m'a dit que cette plante, il la cultivait lui-même, de la menthe poivrée. Rien de rare, rien d'exotique, juste une plante bien connue, mais oubliée dans les tiroirs de nos habitudes modernes. Je suis rentré chez moi avec un petit bouquet de feuilles fraîches qu'il m'avait cueillies. Ce soir-là, je me suis fait infuser moi-même une tasse avant de me coucher. Et chose rare, j'ai dormi sans me réveiller. Pas de cauchemar, pas de sensation d'étouffement, pas d'envie incontrôlable d'ouvrir le frigo. Un sommeil simple, plein, enveloppant. Et le lendemain matin, ma glycémie était stable, dans les normes, comme si mon corps avait retrouvé sa ligne de conduite. J'ai alors commencé à faire de cette tisane un rituel. Chaque soir, à heure fixe, je faisais bouillir l'eau, j'ajoutais les feuilles, ou plus tard, des sachets que je trouvais en herboristerie. Rien de sophistiqué, mais chaque geste avait un sens. Chaque gorgée avait une fonction. Et peu à peu, ma relation au sucré a changé. La menthe poivrée, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne contient aucun sucre. Mais elle offre une sensation douce, presque sucrée, qui satisfait le cerveau sans agresser le corps. C'est un leurre bienfaisant, un substitut naturel qui comble une envie sans réveiller le démon du diabète. Cette douceur végétale apaise le palais, détend l'estomac et tranquillise l'esprit. Elle agit sur plusieurs fronts. La digestion, le système nerveux, le système métabolique. Mais surtout, elle m'a réconcilié avec un moment que je redoutais. La soirée. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point les heures entre 21h et 23h sont redoutables pour un patient diabétique. C'est à ce moment que l'on a envie de grignoter, que l'on se sent seul, que les émotions remontent, que les frustrations se réveillent. C'est à cette heure-là que l'on perd souvent la bataille,
que l'on ouvre le placard, que l'on cède. La menthe poivrée a été pour moi une main tendue, une présence silencieuse. Elle m'a donné une alternative, une autre voie. Plutôt que de lutter, j'ai appris à m'accompagner, à me donner autre chose, une gorgée chaude, une respiration plus lente, une nuit plus douce. Avec le temps, j'ai partagé cette expérience avec d'anciens patients devenus amis. Certains avaient du mal à dormir, d'autres luttaient contre des pulsions alimentaires, d'autres encore avaient simplement besoin d'un rituel pour structurer leur fin de journée. Tous m'ont dit, après quelques jours, Docteur, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait du bien. Et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas seulement une tisane, c'était une réponse à une question que nous ne posons pas assez. Comment rester en paix avec son corps quand il ne nous obéit plus comme avant? J'ai cherché toute ma vie des traitements, des solutions, des comprimés. Et c'est dans une tasse de menthe que j'ai trouvé un début de réponse. Cela ne soigne pas tout, mais cela change beaucoup. Je ne dis pas que c'est miraculeux, je dis simplement que cela mérite d'être essayé, et surtout compris. Alors si vous, ou l'un de vos proches, vivez cette guerre silencieuse contre le sucre, contre les compulsions, contre la fatigue du soir, offrez-vous cette pause. Préparez-vous une tasse. Buvez-la lentement. Et écoutez ce que votre corps vous dit. Peut-être, comme moi, vous entendrez enfin une voix que vous aviez trop longtemps ignorée, celle du calme, celle de la douceur, celle de la liberté retrouvée. Même si je suis aujourd'hui à la retraite, mes habitudes ne m'ont jamais vraiment quitté. Observer les signaux du corps, écouter les silences du patient, comprendre ce que les symptômes ne disent pas à voix haute, c'est devenu une manière de vivre. Et pourtant, ce n'est pas dans un cabinet ni devant un dossier médical que j'ai compris le plus essentiel. C'est dans le silence de mes propres matins, dans la lenteur de mes après-midi, dans la vulnérabilité de mes soirs. Après ma rencontre avec la menthe poivrée chez Jean dont je vous ai parlé, j'ai commencé à intégrer cette plante dans mon quotidien, non comme un remède, mais comme un rituel. Et je vais vous dire une chose que je n'ai jamais lue dans aucun traité médical. Ce ne sont pas les molécules qui m'ont guéri du déséquilibre, mais les instants où je me suis arrêté, où j'ai commencé à boire mes journées comme j'avais appris à boire mes tisanes, lentement, le matin par exemple. Pendant plus de 30 ans, j'ai commencé mes journées à la hâte. Le réveil, la douche rapide, le café noir fort brûlant. Il fallait aller vite, être efficace, répondre à l'urgence. Je croyais comme beaucoup que pour être éveillé, il fallait forcer, secouer l'organisme, le mettre en alerte. Et je payais cette illusion par des palpitations, des sueurs froides, des vertiges passagers que j'attribuais à la fatigue. Je ne savais pas à ce moment-là que c'était moi-même qui sabotais mes débuts de journée. Ce n'est que lorsque j'ai troqué mon café contre une simple tasse de menthe chaude, un matin où la machine à expresso était en panne, que j'ai senti la différence. Pas une différence spectaculaire, non. Une différence subtile, presque imperceptible. Je respirais mieux. Mon estomac ne se serrait pas. Mon cœur ne s'emballait pas. Ma tête était plus claire, plus calme. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne courais pas après la journée. Je l'habitais. J'ai alors commencé à créer ce que j'appelle aujourd'hui le réveil doux. Je me levais une demi-heure plus tôt, non pas pour faire plus, mais pour faire moins. Je préparais ma tisane de menthe. Je m'asseyais près de la fenêtre. Je regardais la lumière monter, et je buvais. Parfois en silence, parfois en écoutant le chant des oiseaux ou les bruits du quartier. Ce n'était rien, mais c'était tout, car cette demi-heure changeait toute la dynamique de ma journée. Je me sentais plus stable, moins réactif, plus lucide. Ma glycémie du matin, d'ordinaire capricieuse, devenait plus régulière. Mes pensées, souvent embrouillées au réveil, devenaient plus nettes. Même mes gestes, autrefois précipités, gagnaient en précision. C'est comme si, en ralentissant le corps, j'avais offert un espace au cerveau pour fonctionner sans surcharge. L'après-midi, ce fut une autre révélation. À mon âge, après un repas, le corps ne réagit plus comme à 40 ans. Il se fait plus lourd, plus lent. Le ventre se tend, les jambes gonflent, et l'esprit plonge dans cette torpeur étrange qu'on appelle pudiquement le coup de barre. Pendant longtemps, je luttais contre ce moment avec culpabilité. Je m'en voulais de m'endormir, de me sentir faible, de ne plus avoir l'énergie de mes jeunes années.
Mais un jour, j'ai décidé d'accueillir cette fatigue au lieu de la combattre. Après le déjeuner, je préparais une tisane tiède à base de menthe et de gingembre. Je la buvais en position semi-allongée, les jambes surélevées, le dos soutenu. Je coupais tout, téléphone, télévision, radio. 15 minutes de rien, 15 minutes de respiration, de calme. Et ce rien a tout changé. Mes jambes, souvent lourdes, retrouvaient leur légèreté. Mon ventre, souvent dur, redevenait souple. Mon esprit, souvent encombré, se vidait juste ce qu'il faut pour repartir. J'ai compris que ce moment de l'après-midi n'était pas un effondrement, mais un appel du corps à la pause, à l'attention, à la bienveillance. Ce n'était pas un signe de faiblesse, c'était un besoin d'humanité. Et puis vient le soir. Le moment le plus difficile sans doute, pour ceux qui, comme moi, ont longtemps eu un rapport conflictuel avec la nourriture. Le soir, ce n'est pas la faim qui parle, c'est le manque. Le manque de douceur, d'attention, de lien. Et c'est là que beaucoup d'entre nous tombent dans le piège du sucre refuge. Une madeleine, un biscuit, un fruit trop mûr. Ce sont des gestes minuscules qui sabotent une journée entière d'efforts. C'est pourquoi j'ai inventé mon propre rituel du soir. À 21h, je ne mange pas, je ne regarde pas d'écran. Je m'assieds seul avec ma tasse. Une tisane froide cette fois. Menthe, rondelles de citron, quelques morceaux de pommes si j'en ai. Je bois lentement, je ferme les yeux, je ressens, et le miracle, c'est que je n'ai plus envie de rien. Mon corps est comblé, mon esprit est en paix, mon cœur est rassuré. Ce n'est pas la tisane en soi qui fait tout cela, c'est l'intention qu'on y met, c'est le respect qu'on se donne, c'est la présence à soi, au souffle, au moment. Et quand je regarde mes journées aujourd'hui, je ne vois plus des heures à remplir, je vois des respirations à honorer. Le matin, je me réveille avec douceur. L'après-midi, je m'accorde un silence réparateur. Le soir, je choisis la paix au lieu de la lutte. Alors oui, je suis toujours diabétique. Oui, mon âge ne recule pas. Mais je ne subis plus mes journées. Je les habite. Et cela, croyez-moi, aucun médicament ne me l'avait jamais offert. Ce sont les plantes, l'écoute et la lenteur qui m'ont réappris à vivre. Toute ma vie, j'ai cherché à soulager la douleur, à équilibrer des chiffres, à stabiliser des courbes. Mais je dois avouer, avec l'humilité d'un vieil homme revenu de bien des certitudes, que certaines vérités ne se révèlent que dans le silence des jours simples. Ce que je m'apprête à vous confier n'est pas une découverte de laboratoire, mais celle d'une rencontre ancienne, discrète, presque oubliée, celle d'une graine minuscule, au parfum doux, capable de réconcilier l'homme avec son ventre. Tout a commencé un jour d'automne, dans une librairie d'occasion à Arles. J'y feuilletais des ouvrages de phytothérapie quand un vieil homme, au regard vif et aux mains marquées par le temps, m'a abordé. Il s'appelait Léonard, ancien herboriste corse, passionné comme moi par les remèdes du quotidien. Nous avons parlé digestion, insomnie, sucre, et ce qui m'a frappé, c'est qu'il ne m'a jamais parlé de médicaments. Il m'a parlé de graines, de silence, de patience. Il m'a dit, docteur, avez-vous déjà essayé les graines de fenouil doux? C'est vieux comme le monde, et pourtant, ça sait parler au ventre que la médecine moderne oublie. Je connaissais le fenouil, bien sûr, d'un point de vue pharmacologique, mais je n'y avais jamais prêté l'attention qu'il mérite. En rentrant chez moi, j'ai fouillé dans mes vieux livres. J'ai lu sur ses propriétés carminatives, sur sa capacité à calmer les spasmes digestifs, à favoriser l'expulsion des gaz, à apaiser les ballonnements. Rien de spectaculaire, rien de révolutionnaire, mais quelque chose de stable, de fiable. Et dans un monde médical qui change si vite, cela m'a touché. J'ai acheté une poignée de graines chez un petit herboriste à Marseille. Le soir même, après un dîner simple mais lourd, j'ai mis une cuillère à café de ces graines dans 2 verres d'eau, laissé bouillir doucement pendant 10 minutes, puis filtré. L'odeur était étonnamment agréable. Un parfum anisé, léger, avec une note de douceur que je n'attendais pas. J'ai bu la première gorgée avec méfiance. Mais au bout de quelques minutes, j'ai senti une légèreté naître dans mon ventre. Pas une euphorie, pas une libération soudaine, juste une sensation, quelque chose bougeait, doucement. Mon estomac, d'habitude tendu comme un tambour, semblait se dénouer. J'ai senti le besoin d'expirer profondément, comme si un souffle retenu depuis longtemps s'échappait enfin. Ce soir-là, j'ai dormi sans douleur. Et le lendemain matin, pour la première fois depuis des semaines,
J'ai eu un transit naturel, sans effort, sans attente, sans tension. J'ai répété l'expérience le soir suivant, puis encore le surlendemain, et chaque fois, les effets étaient là. Stables, durables. En quelques jours, mon ventre s'est apaisé. Je n'étais plus ce vieil homme qui redoute chaque repas, qui hésite à manger par peur des conséquences, qui vit dans l'anticipation du malaise. Je retrouvais un rapport sain avec l'alimentation. Manger redevenait un acte normal, non une épreuve. Je n'avais plus cette sensation de pierre au fond du ventre, ni ce poids sous les côtes, ni cette fatigue liée à une digestion paresseuse. Mais ce que j'ai surtout observé, c'est à quel point cette amélioration physique avait des répercussions sur mon humeur. Le corps et l'esprit ne sont jamais séparés. Quand l'estomac se tend, l'âme se replie. Quand le ventre se soulève, l'anxiété monte. En apaisant la digestion, je pacifiais aussi mes pensées. Je devenais plus serein, plus ouvert, plus réceptif à la douceur de mes journées. Ce que je n'avais pas prévu, c'est l'enthousiasme de mes proches. Mon épouse, d'abord sceptique, a voulu essayer. Elle, qui souffrait de lourdeurs digestives après les repas, a rapidement ressenti les mêmes effets que moi. Puis ce fut ma voisine, une ancienne infirmière, qui me demanda ma recette. Et bientôt, plusieurs personnes âgées de mon quartier en parlaient comme d'un petit miracle. Je leur expliquais toujours la même chose. C'est pas magique. Ce n'est pas un médicament. C'est un dialogue. Une graine, de l'eau, de la chaleur. Et un moment pour soi. C'est ce que j'ai compris avec le temps. Ce qui soigne, ce n'est pas seulement l'acte, c'est l'attention que l'on y met. Aujourd'hui, chaque soir, je prends encore cette infusion de graines de fenouil. Je varie parfois. J'y ajoute une fine tranche de gingembre pour ses propriétés réchauffantes ou une feuille de mélisse pour ses effets apaisants. Mais la base reste la même. Cette graine modeste que j'ai appris à respecter. Elle m'a réconcilié avec ma digestion, mais surtout avec mon âge. Elle m'a rappelé que le soin ne réside pas toujours dans l'intensité, mais dans la régularité. Qu'un acte simple, répété avec conscience, peut transformer en profondeur ce que les médicaments seuls ne peuvent pas. Je suis médecin, et aujourd'hui je suis heureux de dire que j'ai appris autant de cette petite graine que de mes années d'études. Le corps a ses raisons que l'on oublie trop souvent. Il demande peu, mais il demande qu'on l'écoute. Le fenouil doux, pour moi, a été cette oreille tendue vers mes organes fatigués. Et je crois profondément qu'à notre âge, ce genre d'écoute est l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse s'offrir. J'ai soigné tant de corps, ausculté tant de ventres, écouté tant de cœurs. J'ai prescrit, ajusté, reformulé, avec l'espoir de faire reculer la douleur, de repousser les limites, de rendre à mes patients un peu de leur liberté. Mais je n'avais pas compris, dans ma jeunesse de soignant, qu'un jour ce serait à mon tour d'apprendre à me soigner autrement. Non pas avec les médicaments, mais avec l'écoute. Non pas avec des ordonnances, mais avec des gestes quotidiens, presque invisibles. Et surtout, avec la patience du vivant. Après avoir réappris à digérer, à respirer, à dormir grâce aux plantes, j'ai senti naître en moi un désir étrange, celui de revenir à la terre. Pas pour changer de vie ou pour me lancer dans un potager spectaculaire. Non, ce que je voulais, c'était approcher la source. Ne plus être seulement le consommateur passif d'un bienfait, mais devenir, même tardivement, un artisan de cette paix que les tisanes m'avaient apportée. Il me fallait toucher la plante, sentir la graine dans mes doigts, voir les feuilles pousser sous ma fenêtre. J'ai commencé modestement. Un matin de printemps, j'ai acheté 3 pots en terre, un peu de terreau, quelques semences de menthe poivrée et un petit sachet de graines de fenouil doux. J'ai préparé un coin sur mon balcon, là où le soleil vient caresser les carreaux dès 8 heures. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais, mais j'étais guidé par quelque chose de plus profond qu'un projet, un besoin d'enracinement. Les premiers jours, je me suis surpris à me lever avec plus de légèreté, aller voir si une pousse avait percé, toucher la terre du bout des doigts, remuer un peu le terreau pour aérer les racines. Et quand les premières feuilles de menthe ont jailli du sol, ce fut une joie discrète mais immense. Ce n'était pas seulement une plante qui grandissait, c'était une part de moi qui se réchauffait à nouveau. Il y avait quelque chose de profondément apaisant dans le fait de cultiver mes propres remèdes. Chaque geste, arroser, tailler, observer, est une forme de méditation, un retour au souffle,
un retour à moi. Je comprenais mieux, jour après jour, pourquoi tous mes patients se sentaient apaisés après avoir mis les mains dans la terre. La terre guérit d'une façon que la médecine ne sait pas expliquer. Puis sont venues les récoltes. Modestes, bien sûr. Quelques feuilles de menthe fraîche que je cueillais le matin pour mon infusion du soir. Une poignée de graines de fenouil que je laissais sécher avant de les moudre. Rien d'industriel, rien d'extravagant. Mais le fait de boire une tisane préparée avec ce que mes mains avaient semé, soigné, récolté, cela avait une valeur que rien n'égale. Je me suis surpris à redonner un sens à mes journées, à mes saisons, à organiser mes activités selon les besoins de mes plantes, à parler, parfois, à mes pousses comme à des êtres vivants, ce qu'elles sont en réalité. Et dans cette relation silencieuse avec le végétal, j'ai trouvé quelque chose d'essentiel, une manière de vieillir autrement. Vieillir, ce n'est pas s'arrêter, c'est ralentir, oui, mais c'est aussi creuser plus profond. C'est s'attacher à des choses qu'on n'avait jamais prises le temps de comprendre. J'ai compris que le soin, le vrai soin, ce n'est pas seulement soulager la douleur, c'est cultiver la paix, entre soi et soi, entre le corps et l'esprit. Et parfois, cela commence par un pot de menthe sur un balcon. J'ai raconté cette expérience à quelques amis. Certains m'ont regardé avec amusement, d'autres avec intérêt, et quelques-uns ont commencé à planter eux aussi un peu de verveine, un peu de thym, quelques tomates cerises. Pas pour produire, pas pour faire joli, mais pour s'enraciner, pour se relier à quelque chose de vivant, pour redonner à leurs gestes un sens oublié. Je pense souvent à mes anciens patients, ceux que j'ai suivis pendant des années, ceux que j'ai vus vieillir, se replier, s'éteindre parfois, non pas à cause de la maladie, mais à cause de l'oubli. L'oubli de soi, de sa valeur, de sa place dans le monde. Et je me dis aujourd'hui que si j'avais su, j'aurais prescrit, autant que des médicaments, des graines à planter. Car il ne s'agit pas seulement de santé physique. Il s'agit d'identité, de présence, d'élan de vie. Quand on voit quelque chose grandir, même minuscule, même lentement, on sent que l'on grandit un peu avec elle. Et cela à 60, 70, 80 ans, c'est une force immense. Alors oui, je suis médecin, mais aujourd'hui je suis aussi jardinier. Jardinier de mon balcon, mais aussi de mes émotions, de mes pensées, de mes soirs plus calmes et de mes matins plus légers. J'ai compris que le soin ne venait pas toujours de l'extérieur. Parfois il pousse tout doucement à l'intérieur d'un pot de terre. Il suffit de l'arroser, de lui faire confiance et de le laisser faire son œuvre. La santé à un certain âge ne se mesure plus uniquement en chiffres sur une ordonnance ou en résultats d'analyse. Elle se ressent dans les silences du matin, dans la qualité de nos nuits, dans cette légèreté discrète qui revient parfois après un repas, dans cette capacité à se réjouir d'un geste simple comme arroser une plante ou préparer une infusion. J'ai été médecin toute ma vie. J'ai connu la précision, l'urgence, les protocoles, les diagnostics, mais c'est seulement en vieillissant, en ralentissant, en devenant moi-même un patient de l'âge, que j'ai compris ce que veut vraiment dire prendre soin. Ce que je vous ai partagé depuis le début n'est pas une méthode miracle, c'est un chemin. Celui d'un homme qui a appris à ne plus avoir peur du sucre, à ne plus fuir le soir, à ne plus s'épuiser le matin, à ne plus se mépriser quand le corps fatigue. J'ai réappris à vivre, non pas en ajoutant des choses, mais en enlevant. Enlevant la peur, la culpabilité, la précipitation. J'ai remplacé le café brûlant par la menthe tiède, les gâteaux de minuit par une tisane fraîche, les médicaments systématiques par des graines de fenouil. Et surtout, j'ai remplacé l'oubli de soi par une attention douce, discrète, mais constante. Ce que je veux que vous reteniez, ce n'est pas seulement l'intérêt de telle ou telle plante, c'est l'importance de vous accorder un moment, un vrai moment, chaque jour. Pas pour produire, pas pour performer, juste pour vous écouter. Votre corps, même âgé, a encore des choses à vous dire. Il sait, il sent, il a besoin d'être entendu. Une tisane n'est pas un traitement en soi, c'est un prétexte pour s'arrêter, pour respirer, pour exister autrement. Aujourd'hui, je vis mieux, pas plus jeune, pas plus fort, mais plus présent. Mes douleurs n'ont pas toutes disparu. Mon âge ne s'est pas effacé, mais j'ai retrouvé une paix intérieure que je croyais perdue. Et c'est cette paix que je souhaite partager avec vous. Car si moi, à 72 ans, j'ai pu réapprendre à vivre en paix avec mon corps, je crois profondément que chacun peut le faire.
quel que soit l'âge, quel que soit le parcours. Bergrutra, s'il ne devait y en avoir qu'un, c'est celui-ci. La santé commence quand on cesse de se battre contre soi-même. Le corps n'est pas un ennemi. La vieillesse n'est pas une maladie. C'est un temps nouveau, plus lent, mais aussi plus riche, plus profond, à condition de savoir s'y déposer. Comment l'appliquer dans votre vie aujourd'hui? Prenez 10 minutes ce soir, pas plus. Préparez-vous une boisson chaude ou fraîche, coupez tout, écran, téléphone, musique, asseyez-vous, buvez lentement, respirez et écoutez ce que votre corps vous murmure. Faites cela une fois, puis deux, puis chaque jour, et vous verrez, le calme revient, l'appétit de vivre aussi. Et maintenant, une petite question simple. Quelle tisane vous apporte le plus de bienfaits? A. La menthe poivrée. B. Le fenouil doux. Écrivez votre réponse en commentaire, A ou B, et dites-nous en quelques mots pourquoi. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce qui vous fait du bien. Et si cette vidéo ou ce témoignage vous a touché, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela me donne la force de continuer. Malgré l'âge, malgré la fatigue, je suis un vieux médecin, mais je crois encore à la transmission, au partage, au pouvoir de la parole sincère. Si vous le pouvez, vous pouvez aussi soutenir cette initiative par un petit don. Même modeste, votre contribution m'encouragera à poursuivre ce travail, à enregistrer de nouvelles vidéos, à répondre à vos commentaires, à continuer de semer comme on sème une graine, des idées, des gestes, des habitudes qui soignent. Merci de votre présence. Merci de m'avoir lu ou écouté jusqu'au bout. Et surtout, prenez soin de vous. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits, seulement présents.